Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour notre maintenant 6e webinaire. Je vois qu'on a des amis qui nous suivent depuis la Réunion et également depuis la Martinique. Martinique, ça veut dire qu'ils se lèvent tôt. Merci. Le mois dernier, on avait parlé des tiers-lieux. Aujourd'hui, on va vous parler également de loisirs indoor et on va évoquer le sujet des escape games. Je suis ravi d'accueillir Emmanuel Teboul, qui est le cofondateur de Drama Dreams et qui, quelque part, contribue à renouveler le concept d'escape game. Je ne dévoile pas, il sera largement expliqué en quoi ce concept est renouvelé. L'escape game, je pense que coche toutes les cases du ressort de la satisfaction des visiteurs. On a la coutume de dire que pour être satisfait sur un site de loisirs, il faut qu'il y ait des choses à voir, qu'il y ait des choses à faire et qu'il y ait des choses à vivre, à participer ensemble. Et l'escape game, justement, peut-être c'est ce qui aussi, c'est une des raisons du succès des escape games. L'escape game permet tout à la fois de voir, de vivre et de faire et d'être collaboratif, d'être participatif. Donc autant de ressorts du succès, de la satisfaction d'une expérience immersive comme celle de l'escape game. Selon notre habitude, on va commencer par un point d'actualité sur le secteur d'activité. Et pour ce faire, notre partenaire Funfair City, avec l'excellent Vincent Philippe, va se faire cette activité. Ensuite, nous retrouverons Emmanuel, qui a lui-même un invité, Denis Gagnepin. Mais j'en dis pas plus. Et Vincent, je te passe la parole. Très bien, merci beaucoup Thierry, bonjour à tous, c'est à nouveau un très grand plaisir de vous retrouver sur ce webinaire, effectivement 6e édition, on commence à avoir une ancienneté qui devient intéressante et un brassage des sujets, une diversité des sujets qui est tout à fait intéressante pour montrer un peu le panorama de ces nouveaux lieux, de ces expériences qu'on arrive à créer en ville, ailleurs, mais toujours au service d'un public qui en demande et qui en redemande. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'escape game. Effectivement, il était temps de parler de cette grande tendance qui maintenant bouleverse et envahit le monde du loisir avec tout ce que ça représente de positif depuis plusieurs années. Alors Funfair City existe depuis 4 ans, donc j'ai pas suivi le tout démarrage du développement de ce loisir-là, mais effectivement, parce que ça va faire 7 ans maintenant que ça se développe de manière assez importante. On a le sentiment, hein, comme tu le disais Thierry, que ce loisir est venu apporter une bouffée d'air frais, un vent de renouvellement très important sur le loisir en tant que tel, sur ce que ça peut être, sur ce que ça peut offrir aux gens, sur les endroits que ça peut occuper aussi, hein, puisqu'on l'a vu beaucoup se développer en ville, dans des espaces qui n'étaient pas forcément prévus pour au début. Aujourd'hui, c'est un ressort d'activation qui est très important, beaucoup de gens se l'approprient, on va essayer de le voir un petit peu à travers la revue de ce matin. 3 infos autour des escape games. Par grand thème, effectivement, on va parler du jeu d'évasion en tant que tel, parce qu'on parle effectivement de ça. Escape game, c'est devenu un terme assez dérivé, assez exploité pour beaucoup de choses, mais à l'origine, c'est un jeu d'évasion, donc on va voir un petit peu ce que ça représente aujourd'hui et où on en est par rapport à ça. On parlera ensuite de l'immersion, puisque c'est un des grands thèmes de la journée, et Drama Dreams est spécialiste du sujet et nous en parlera en détail avec son intervenant extérieur. Et on parlera du licensing, puisqu'effectivement, c'est devenu aujourd'hui une source d'inspiration importante pour la création d'univers d'escape game. On le sait, l'immersion est importante pour ce type de jeu. On ne va pas juste s'enfermer dans une boîte blanche et chercher des énigmes. On a envie qu'on nous raconte une histoire, on a envie de vivre quelque chose. Et donc, l'immersion, le thème et l'histoire qu'on raconte peut régulièrement faire appel au licensing pour aller plus loin et porter vraiment la question du récit. Alors, c'est parti pour l'actualité du mois.
La première info autour des escape games, c'est déjà ce grand classement mondial qu'on appelle le TERPK pour Top Escape Room Project Enthusiast Choice Award. C'est un petit peu long. Je reprends ma respiration. Ça existe depuis 2018 maintenant. Donc là encore, il a fallu un petit peu structurer cette proposition d'award. C'est très intéressant puisque c'est une manière de faire voter des joueurs très expérimentés. C'est-à-dire que cet award-là, donc il est mondial, effectivement, et il fait appel à des joueurs qui ont joué plus de 200 salles pour pouvoir présélectionner les escape games qui seront évalués ensuite. Donc, il faut vraiment avoir une bonne connaissance, une bonne pratique de ce sujet, une bonne matière pour aller plus loin, présélectionner des salles qui ensuite seront classées par là des joueurs qui ont joué un petit peu moins de salles. L'idée est d'avoir quand même testé un maximum de salles pour pouvoir être légitime et le plus, entre guillemets, compétent possible pour parler de ce sujet. Donc aujourd'hui, je vous invite à aller voir le classement en fin de présentation, on mettra tous les liens qui sont intéressants à consulter, mais ce qu'on peut retenir aujourd'hui pour ça par rapport au Made in France, hein, puisqu'on a notre audience effectivement en grande partie France et Dom-Tom, on fait des bons résultats, hein. On a chaque année une enseigne, une salle qui se classe dans les 50 premiers, qui est une vraie distinction. L'an dernier, il y a 2 ans, pardon, c'était la salle Jungle Quest d'Escape Dimension Perpignan, qui s'était classée 46e, et cette année, c'est la salle Règlement de compte, avec le jeu de mots qu'il faut bien noter, du côté de chez Pandore et Associés à Paris, qui se classe également 48e. Donc c'est une bonne reconnaissance du sujet. Alors si vous me posez la question, je vous dirais que la salle qui a gagné, elle se situe en Espagne, au nord de l'Espagne, j'ai oublié le nom de la ville, mais en tout cas voilà, je vous invite à vous rendre ensuite sur le classement pour voir exactement où sont les meilleures salles et peut-être d'en profiter lors d'un de vos prochain voyage. L'info suivante, c'est une manière de montrer un petit peu la prise de possession un petit peu de l'escape game dans l'univers culturel, hein, aujourd'hui. Deux émissions que je voulais vous présenter ce matin. Une émission YouTube, hein, qui a été proposée par une enseigne d'escape game de Bordeaux, hein, The Hostel, qui propose d'inviter à chaque session des célébrités, des influenceurs, des Instagrammeurs qui ont un bon écho sur les réseaux et de les mettre en situation, de les filmer, puis de faire ensuite un petit retour sur l'expérience avec eux pour voir ce qui leur a plu, ce qui leur a pas plu, ce qui leur a fait peur, parce qu'effectivement The Hostel peut être une expérience un petit peu impressionnante. Donc c'est une autre manière de mettre en scène un petit peu l'escape game comme décor d'une aventure qui va ensuite être médiatisée, proposée sur les réseaux. Et c'est également le thème d'Escape Show, ça c'est une émission de la deuxième chaîne belge, de la TV belge, pardon, qui a à peu près sur le même principe, avoir une saison de 7 ou 8 épisodes, chaque fois, plusieurs invités également connus, qui vont un petit peu à la manière d'un Fort Boyard, où des célébrités sont mis un petit peu en difficulté. On va les mettre en scène, on va les soumettre à pas mal de choses sur le principe de l'escape game avec un format comparable. Voilà, donc c'est une bonne preuve de cette manière, de ce nouveau média, cette nouvelle expérience qui se diffuse de plus en plus, qui fait partie de nos vies, d'un peu de cette culture. C'est à la fois une variante de télé-réalité, c'est à la fois un mode de promotion intéressant pour ces enseignes-là qui vont pouvoir y apparaître. Et puis ça montre que l'escape game maintenant est partout, dans toutes les salles, dans tous les musées, dans tous les lieux de loisirs, et également maintenant à la télé ou sur les réseaux. Ça fait un petit peu écho aussi à l'inspiration que l'escape game peut donner sur certains médias. Ça rappelle le film Escape Game, qui est sorti en 2019. Je crois qu'il y a un 2 qui est en préparation, peut-être même déjà sorti. Et puis, l'an dernier, W9 avait sorti une série qui s'appelait Escape, également autour de ce thème-là. Et ça permet également de souligner que certains escape games qui ont un décor quand même assez poussé, mettent des fois à disposition leur décor pour des shootings photos, pour des événements. Voilà, quand ça va loin et quand il y a une disponibilité, c'est toujours intéressant de le valoriser un petit peu autrement. Donc, cette info pour montrer vraiment le poids de l'escape game dans notre culture aujourd'hui. Et s'il faut une preuve supplémentaire pour montrer jusqu'où ça va, sachez que l'escape game fait tomber vraiment les derniers bastions en la matière, puisqu'on peut en trouver un dans ce haut lieu du fun et du divertissement qu'est la préfecture de Hauts-de-Seine. Alors voilà, c'est plus pour la blague, puisqu'effectivement aujourd'hui l'escape game est aussi un média important pour la formation, pour le recrutement, on le sait, et pour la diffusion de bonnes pratiques d'une manière un petit peu ludique. Donc là, on va plus parler d'une application
ludique, ludo-éducative autour de ce thème-là, puisque là, il s'agissait d'aider les agents à s'organiser pour leur télétravail. Donc voilà, l'escape game sert aussi à ça, et ça montre que voilà, ce terme-là est largement diffusé, les applications sont largement diffusées, et effectivement, maintenant, ça fait 7 ans que ça dure, et c'est pas terminé. On va en parler avec nos invités. Ensuite, le thème de l'immersion. Donc le thème de l'immersion, on va en parler ce matin, les 3 sélections que j'ai faites dépassent le champ de l'escape game, et nos invités nous permettront de voir de quelle manière ils se réunissent du coup autour de ça. Ce premier exemple que je voulais vous montrer, c'est cette exposition qui vient de démarrer du côté de San Francisco, qui sera ensuite en tournée autour des NFT. Donc les NFT, c'est pour non-fungible tokens, c'est une manière de valoriser, de matérialiser l'immatérialisable, puisqu'on parle de numérique, puisqu'on parle d'œuvres qui n'a pas de réalité physique, qui est uniquement sur ordinateur, mais qui a une certaine valeur d'usage, une valeur d'appropriation, et qui peut maintenant être possédée, au même titre que d'autres œuvres. Se pose la question d'accès à ces œuvres. Les œuvres, on peut les voir dans des musées, mais comment on fait pour consulter, pour voir des NFT en dehors d'utiliser son ordinateur ou son téléphone? Et c'est l'idée de cette exposition qui s'appelle Verse, qui vient de démarrer, sur la base d'applications de réalité augmentée, donc avec des lunettes Microsoft HoloLens. On peut parcourir un espace, donc des lieux plutôt de qualité. Là, c'est un lieu patrimonial de San Francisco, l'ancienne monnaie de la ville, qui est mis à disposition pour ça, et qui permet au public de venir découvrir un petit peu à la manière d'un silent disco, vous savez, ces boîtes de nuit où chacun a son casque et peut danser sur sa propre musique, mais au milieu de tout le monde, une expérience à la fois individuelle et collective autour de cette immersion, autour des œuvres de nouvelle génération, sous le format dit NFT. Donc c'est une nouveauté assez intéressante que je voulais souligner ce matin au titre de l'immersion. L'autre forme d'immersion qui fonctionne bien, c'est celle qui permet de se mettre en scène. On parle de décor, on parle d'un fond qui va permettre de se mettre en valeur, de se mettre en scène. C'est aujourd'hui un dérivé de beaucoup de musées qu'on a appelés des musées instagrammables, qui vont permettre simplement aux visiteurs de devenir l'objet du musée, exactement comme on peut l'imaginer, comme on peut le voir sur les photos. C'est un univers qui est très coloré, très flashy, très visuel, pour vraiment inciter les gens à se l'approprier, à se mettre en scène dedans, et surtout à faire des photos, des vidéos, les mettre en scène, des petits clips. On parle là, avec le concept Museum notamment, qui est un concept hollandais, mais qui se développe beaucoup, en Europe notamment, de social media experience, qui est vraiment consacré autour de ça, avec évidemment un visiteur qui est vraiment l'œuvre exposée, et puis seulement le support. Donc c'est un développement important qu'on voit, et c'est un modèle qu'on trouve maintenant dans pas mal de villes du monde, touristiques ou non. On a des marques comme Smile Safari qui est disponible à Bruxelles et à Lille par exemple, Museum of Ice Cream qui est une grande destination aux États-Unis. Donc voilà, c'est pas fini cette tendance-là, et ça peut aller plus loin puisqu'on va passer de la photo à la vidéo, peut-être au live demain. Donc c'est une autre forme d'immersion qui était intéressante à souligner ce matin. Également, et ça c'est plus proche de chez nous, on peut le voir en ce moment du côté de la Défense, c'est l'expérience éternelle Notre-Dame. Alors ça c'est très intéressant, on a vraiment la réunion de l'immersion, de la technologie et du patrimoine et de la culture, puisqu'il s'agit de vivre une expérience d'immersion en réalité virtuelle cette fois, autour de Notre-Dame, de son histoire, de sa reconstruction d'une certaine manière, puisque ça compense un petit peu le fait qu'on ne peut pas la visiter en ce moment. L'expérience donc est conçue pour être itinérante, puisqu'elle a commencé au niveau de l'espace Grande Arche, elle se poursuivra à la Conciergerie, et ensuite sur le parvis de Notre-Dame, dans un espace qui va être dédié. Voilà, c'est un bel exemple aussi de partenariat entre des financeurs, des producteurs, des spécialistes du show monumental patrimonial du coup, comme à Clio Productions, et un studio français émissif qui du coup permet de décliner son concept d'immersive expedition, qui avait déjà été appliqué sur les pyramides d'Égypte, notamment pour aller donner une autre manière de s'immerger, de se plonger dans le patrimoine. Donc voilà, moi je vais avoir l'occasion de la visiter ce soir, donc je pourrais vous en dire un petit peu plus quand ce sera fait, mais c'est une belle manière de réunir, d'appliquer la VR à d'autres choses auprès du grand public, et c'est également une très belle manière de souligner une façon pour les grands espaces d'exposition qui souffrent un petit peu aujourd'hui avec le report ou l'annulation de grands événements d'entreprise. Donc c'est Viparis qui accueille l'exposition de la Défense. Ça montre que voilà, ces grands lieux peuvent aussi avoir d'autres usages quand ils ne servent pas à des salons pour accueillir des expériences temporaires itinérantes. C'est intéressant à souligner parce que beaucoup d'expériences de loisirs ont du sens aussi sur le temps court et sur le déplacement. Ça, on aura l'occasion d'en reparler.
On passe ensuite sur les 3 actualités licensing du coup, et ensuite je passerai la parole à nos invités. Premier exemple, Peaky Blinders, une série anglaise bien connue qui nous replonge dans le passé au sein d'une bande on va dire de mafieux anglais. Je vous la recommande si vous l'avez pas vue. Ça nous montre aujourd'hui qu'en Angleterre, on arrive à dériver différents types de loisirs à partir de ça. À la fois, ça peut être une application assez simple de décoration de salles d'escape game. Donc c'est le cas notamment à Escape Live de Liverpool, en hypercentre. On a un décor autour de ça, officiel, convenu avec la production de la série. Et mise en avant en tant que telle sur le site internet, au même titre que d'autres salles. Voilà, c'est pas les 2 seules salles d'Escape Live, mais en tout cas, on a certaines salles de différentes, où on peut vivre des aventures différentes. Et puis, un projet en Londres actuellement pour ouvrir a priori cet été, une expérience immersive beaucoup plus poussée, beaucoup plus comment dire, beaucoup plus conçue avec l'expérience de la série en termes de narration, d'histoire, et plus seulement en termes de simplement décor. Et ce sera du côté de Londres, à Camden, à partir de cet été. Ça s'appelle Peaky Blinders The Rise, et c'est la société Immersive Everywhere qui est derrière tout ça, qui est déjà bien réputée dans cet univers-là de transposition d'univers de séries, de films en expérience live immersive. C'est très, très intéressant, c'est donc à suivre. Plus près de chez nous, ce sera dès le mois d'avril, donc c'est imminent et les places sont en vente, une autre manière de vivre le cinéma, par l'expérience immersive aussi. Et donc là, c'est directement dérivé de l'univers de Terminator. L'expérience s'appelle Terminator No Fate, c'est la société Dream Factory qui est derrière tout ça, qui va essayer de transposer le modèle anglais, là encore, de Secret Cinema, qui est à très très grande échelle, du coup, qui fonctionne bien maintenant depuis plusieurs années, qui va essayer de transposer pour un public et pour un marché français. Donc c'est imminent, ce sera 700 mètres carrés de décor, 7 univers différents de la saga, 20 comédiens, je ne sais pas si Arnold Schwarzenegger est confirmé, mais on l'espère, et ça propose plusieurs heures d'expérience avec un complément sur restauration également, puisqu'on a de la restauration thématique. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est le cycle de conférences qui est associé à l'événement, qui permet de rebondir, de réagir sur ce thème-là pour mettre en avant les cyborgs, par exemple, pour mettre en avant le post-apocalyptique comme thématique de débat, comme la femme héros également, intéressante aussi à mettre en avant avec ce personnage-là. Donc, autour de l'expérience ludique du film, il y a aussi tout un univers culturel qui est mis en avant, et c'est aussi une des grandes forces de cette proposition. Et enfin, donc le dernier sujet pour la veille, l'actualité de ce matin, avant de rentrer dans le vif du sujet, sur le licensing. Alors vous connaissez forcément si vous avez des enfants, c'est l'univers du Gruffalo. Le Gruffalo, c'est des livres très chouettes, je vous les recommande. C'est également des films depuis peu. Et ce sera bientôt un Discoveryland Gruffalo dans un zoo anglais proche de la ville de Birmingham. On décline l'univers du Gruffalo, son personnage énigmatique, la petite souris, la chouette, le renard, le serpent qui servent de fil à l'intrigue, et on en fait voilà une manière de diversifier l'expérience au niveau du zoo, une expérience beaucoup plus familiale, beaucoup plus interactive avec les personnages, et une manière de mettre en avant aussi une certaine forme de vie en forêt plus réelle cette fois-ci. Voilà pour ce matin. On va vous mettre très rapidement dans le chat tous les liens vers les idées et les lieux qu'on a présentés. Donc, je vous invite à les enregistrer, à aller les consulter tranquillement à tête reposée quand le webinaire sera terminé. On vous met également les liens vers les sites et réseaux de Voltaire et de Funfair City pour aller encore plus loin, vous abonner et puis regarder un petit peu ce qui se passe dans ce monde passionnant des loisirs, en attendant le mois prochain et la prochaine thématique qu'on annoncera en fin d'édition. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à Emmanuel Teboul, du coup, qui va rentrer dans le vif du sujet avec sa présentation sur Damadreams. Merci à tous de votre attention. Écoutez, bonjour à tous, très heureux d'être là. Merci Thierry pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'écouter les analyses de marché. Écoutez, je suis là aujourd'hui pour vous parler un petit peu de notre société, parler également du marché de l'escape game et son évolution que nous, on a constaté depuis maintenant 4 ans. Damadreams, c'est une société française de production et de création d'escape game. Aujourd'hui, on a vocation à s'inscrire comme un acteur plus global du marché de l'entertainment,
notamment avec des développements qui sont à venir sur l'année 2022 dont on pourra parler. Aujourd'hui, je voulais vous commencer en fait en vous présentant un petit peu un marché du loisir indoor. Je pense que ça nous concerne un peu tous ici. Aujourd'hui, on est sur un modèle en France où il y a 600 sites de loisirs indoor qui accueillent à peu près 70 millions de visiteurs par an, ce qui est donc beaucoup. Ça génère 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et je pense que sur cette slide, l'information qui est vraiment importante, et en tout cas celle qui nous concerne aujourd'hui, c'est celle sur l'évolution et la croissance du marché de l'escape game. On a vu une croissance très forte sur l'année 2018, qui a vraiment été en fait un marqueur dans l'histoire de l'escape game en France, avec une croissance de 67%. Croissance qui s'est tassée, qui se tasse avec des chiffres qui sont quand même intéressants, mais on observe du coup une croissance de 21% en prévision sur l'année 2021. Ça fait de l'escape game parmi l'ensemble des sites de loisirs indoor l'activité qui croît, une des activités de loisirs qui croît le plus derrière les trampolines parcs. Pour autant, et c'est quelque chose que nous on a constaté à notre niveau, on observe quand même une sorte de tassement de cette croissance. Et c'est ce qu'on voit sur la slide suivante, notamment sur le graphe que vous pouvez observer en bas à droite. Avec l'évolution du nombre d'enseignes, on observait une croissance de 300% au début, puis ensuite ça va à 200%, 150%. Aujourd'hui, on a vu des croissances à 25%, et là, depuis 2019, je pense même indépendamment du Covid, on a quand même vu un tassement de l'activité, un tassement de nombre d'ouvertures. On voit des enseignes qui ferment aujourd'hui, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et donc, il y a un marché qui commence à se structurer avec des acteurs qui émergent, d'autres qui sont amenés à fermer leurs portes. Et notre analyse, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un marché de l'escape game, notamment dans les grandes villes, qui est plutôt saturé. Et donc, la question que nous, on s'est posée assez rapidement, finalement, c'est de se dire quelle est la suite et en fait, quel est le renouveau de l'escape game. Et donc, c'est ce qui m'amène à prendre la parole aujourd'hui. Pour vous situer un petit peu Dama Dreams et qui on est, donc comme je vous le disais au début de la discussion, on a donc un studio indépendant, créateur d'expériences immersives. On est présent dans 4 villes en France aujourd'hui. Historiquement, on a démarré en Normandie, à Deauville, Trouville. Aujourd'hui, on est le plus gros acteur de l'escape game de la région Normandie. On opère là-bas 8 salles d'escape game, un espace de réalité virtuelle également. On a également des escape games en extérieur et suite au Covid, on a monté également un escape game en visio qui a plutôt bien marché. Et en fait, le Covid nous a permis, avec mon associé, de réfléchir sur le développement de la société et de se dire, OK, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est et comment notre société et le marché va évoluer dans les prochains mois et les prochaines années. Et notre pari principal, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il faut instaurer des barrières à l'entrée qui soient beaucoup plus fortes que ce que l'escape game offre. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a une saturation de l'offre, c'est parce que la barrière à l'entrée d'un escape game classique est relativement faible. Grosso modo, vous pouvez trouver assez facilement, peu importe la ville où vous êtes situé, un local de 200 à 300 mètres carrés. Soit vous êtes passionné d'escape game et vous allez tout concevoir de A à Z comme ce que nous on fait, soit vous pouvez passer avec des sociétés qui vont vous livrer des salles clés en main. En fait, en 6 mois, vous pouvez ouvrir votre escape game relativement facilement si vous avez la possibilité d'avoir accès à des financements bancaires. Et donc, nous, on s'est dit, OK, comment faire pour introduire des barrières à l'entrée très fortes? Et donc, une de ces barrières, et on va en parler par la suite, c'est la capacité de notre société à signer des contrats de licence de marque exclusifs avec des marques qui sont fortes et marquantes. Donc, on a commencé en signant une première licence de marque avec Canal+ pour exploiter une expérience immersive sur le thème du Bureau des légendes. C'est une expérience qui est donc ouverte à Paris depuis le mois de juin 2020, qui permet en fait aux joueurs de vivre leur première journée à la DGSE. On a eu des super retours dessus. On a aussi évolué et on n'a volontairement pas souhaité proposer un escape game classique comme on pouvait le faire en Normandie ou en Loire-Atlantique à la Baule. Donc, on a apporté une vraie innovation d'usage dont on reparlera et qui, pour nous, est un marqueur très fort de comment l'escape game est amené à évoluer au cours des prochaines années. Donc, pour vous resituer un petit peu, donc le hangar à énigmes, c'est nos espaces qui sont basés en Normandie, Deauville, Trouville, La Baule. Aujourd'hui, donc 8 salles en Normandie, 4 salles à La Baule. C'est une structure qui emploie 12 personnes, 7 en Normandie, 5 en Loire-Atlantique. Et c'est un modèle d'escape game classique, traditionnel, qui trouve son public parce qu'on est dans des stations balnéaires. On propose des expériences qui sont de qualité. Et c'est de là que tout a commencé pour nous. Donc, il y a un attache très fort à ces lieux-là. Pour autant, assez rapidement, en fait, on s'est rendu compte que un des enjeux qu'on avait, c'était comment faire pour créer plus d'immersion, comment faire pour que le joueur soit encore plus dans un univers qui l'inspire et qu'il a envie d'y rester le plus longtemps possible. Je pense que la force de notre activité,
c'est finalement de vendre du rêve aux gens, peu importe l'espace de loisir que vous ouvrez, leur proposer en fait un moment hors du temps. Et la question qui se pose, c'est comment faire pour que ce moment soit le plus fort possible. Assez vite, en fait, on s'est rendu compte que les gens qui bossaient chez nous, donc ce qu'on appelle les game masters dans un escape game, c'est-à-dire la personne qui va vous accueillir, sont souvent des gens qui ont des compétences théâtrales. Pour autant, dans un escape game classique, ces compétences théâtrales sont peu mises à profit. Pourquoi? Parce que, en fait, mis à part le moment où ils vous racontent l'histoire de la salle, c'est une mise en scène théâtralisée qui dure une trentaine de secondes. Le reste du temps, en fait, le game master est derrière son ordinateur, va guider les joueurs, leur envoyer des indices, mais ça s'arrête à peu près là, le moment où il interagit, où il va utiliser les compétences théâtrales qu'il a. Et donc nous, quand on a ouvert cette expérience du Bureau des légendes à Paris, on a donc voulu renforcer l'immersion. Et la première analyse qu'on a fait, c'est de se dire, en fait, ce game master-là, il a des compétences théâtrales, il pourrait très bien être comédien, ou en tout cas, il n'est pas très loin de l'être. Et donc, il faut absolument qu'on le mette vraiment au cœur du jeu. Et donc, ça, c'est l'innovation d'usage qu'on a apportée dans cet escape game immersif du Bureau des légendes, où en fait, vous avez des comédiens professionnels qui interagissent de façon permanente avec les joueurs et qui jouent un rôle dans l'expérience de jeu. Ce pari-là a depuis été repris par plusieurs enseignes d'escape game à Paris et en province. Et en fait, c'est un pari qui s'est avéré très vite gagnant parce qu'un mois après l'ouverture, on s'est retrouvé activité numéro 1 à faire à Paris sur TripAdvisor sur plus de 350 activités. Aujourd'hui, on se maintient dans le top 5. Et quand on regarde les retours de nos clients ou les avis qu'on a en ligne, les mails qu'on reçoit après les expériences de jeu, ce qui est systématiquement mis en avant, c'est la présence des comédiens, l'interaction qu'il y a eu avec les comédiens et en fait l'immersion qui était beaucoup plus forte que dans un escape game classique. Et donc ça, c'est une vraie analyse de notre côté de dire que le renouveau de l'escape game passe aussi par beaucoup plus d'immersion et donc passe par la présence d'acteurs au sein des expériences de jeu. Alors, certains d'entre vous peuvent se questionner sur l'impact économique d'un choix comme celui-là. Il n'est pas forcément neutre, c'est juste. Pour autant, ça vous permet d'augmenter votre taux de remplissage. Et si vous êtes dans une capacité de bien gérer les flux, en fait, on se rend compte que le modèle est même économiquement plus rentable qu'un escape game classique. La vraie question, en fait, sur un modèle comme celui-là, quand vous avez des comédiens, c'est comment est-ce que vous gérez les flux et comment, en fait, vous arrivez à déplacer vos comédiens dans l'espace de jeu de sorte à ce qu'ils soient toujours présents avec un groupe. Donc, comme je vous l'expliquais au début, le vrai enjeu pour nous est donc aujourd'hui de se développer sur les expériences sous licence de marque, bien qu'il y ait quand même une ambition au niveau du groupe de continuer à poursuivre le développement d'expériences en propre, donc que ce soit de l'escape game, mais également d'autres types de loisirs. Dans ce contexte, on va notamment ouvrir une grande base de loisirs en Normandie cet été avec d'autres activités que l'escape game. Et donc, on a aussi pour ambition d'avoir une vision plus globale et avec pour objectif de devenir un acteur global de l'entertainment. On pense qu'on doit aussi élargir nos champs d'activité. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on ouvrira cette base de loisirs. Mais c'est vrai que les licences de marque sont un marqueur fort du développement de notre boîte. Et donc, on a également organisé des événements éphémères avec des marques, notamment un escape game sur le thème d'Harry Potter. On travaille beaucoup avec des grands groupes et donc on avait également organisé un événement à l'Accor Arena. Et aujourd'hui, on commence à avoir un savoir-faire au niveau du groupe qui est reconnu sur la création d'expériences immersives uniques, innovantes. Et je pense que c'est ce qui nous caractérise principalement. En 2022, on a donc, je pense que certains d'entre vous sont au courant, signé une licence de marque exclusive en France avec Warner pour exploiter le plus grand escape game de France sur le thème de Batman. C'est un projet qui va voir le jour d'ici fin 2022. Et en fait, ce projet-là est un peu l'aboutissement de la réflexion qu'on a eue pendant le Covid, de se dire, comme je vous le disais précédemment, quelles sont les barrières à l'entrée qu'on veut introduire. Il y a donc la barrière à l'entrée de la licence, forcément, puisque signer une licence de marque avec Warner, ça a été extrêmement long, ça nous a pris plus d'1 an. Il y a eu énormément d'allers-retours à faire. C'est un pari qui est économiquement risqué parce que pendant 1 an, vous engagez des frais pour prouver à la marque que vous êtes en capacité de faire quelque chose de qualitatif, mais à la fin, ils ont la possibilité de vous dire qu'ils veulent pas bosser avec vous. Donc, il y a un risque financier qui est à prendre. Il y a une consommation de temps. Alors, pendant le Covid, la bonne nouvelle, c'est qu'on avait du temps, mais en temps normal, ça prend beaucoup de temps. Et puis, la deuxième barrière à l'entrée qu'on a introduit, c'est cette volonté de créer un escape game sur une superficie qui était jamais vue aujourd'hui. On a aujourd'hui donc sécurisé un lieu de plus de 2700 mètres carrés à Paris, intramuros, ce qui était un énorme enjeu pour nous d'être dans Paris. Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'après avoir pas mal cherché de locaux dans Paris, trouver 2700 mètres carrés
dans Paris, bien desservi par les transports en commun, c'est pas évident. Et puis, tout l'enjeu derrière, c'est aussi de réussir à bosser avec les bonnes personnes sur un projet comme celui-là, vu l'ambition qu'il y a dessus. Ces 2 grosses barrières à l'entrée qui sont là, donc la licence de marque et la taille du lieu, fait qu'on pense que ce sera compliqué, pour, d'autres acteurs de suivre le train qu'on est en train de prendre sur ce modèle-là. Certains y arriveront, mais en tout cas, la grande majorité, à mon avis, n'y arrivera pas. Et donc notre ambition à nous, c'est de réussir à mettre des barrières à l'entrée qui soient toujours plus hautes, de sorte à pouvoir se démarquer aujourd'hui de nos concurrents et d'être perçus par les clients comme un acteur beaucoup plus global que simplement le marché de l'escape game. Nous, on croit beaucoup au licensing. Le licensing, ça nous paraît pertinent parce que ça vous permet de cibler, bien sûr, toutes les personnes qui sont fans d'expériences immersives, mais ça vous permet aussi de cibler une fanbase qui est très forte. La fanbase du Bureau des légendes est majoritairement concentrée en Île-de-France. La fanbase de Batman, par contre, est mondiale. Et c'est en ça que ce projet va être marquant. Je pense que c'est un projet qui va faire date dans Paris, à mon avis, parce que si on atteint l'objectif qu'on s'est fixé, on va très vite devenir un des parcs d'attractions les plus visités de France. Et notre ambition, c'est de se dire que les gens qui viennent à Paris, les touristes qui viennent à Paris, iront à Batman de la même façon qu'ils vont à la Tour Eiffel. Et donc, c'est ça l'ambition du projet. C'est une ambition qui est élevée, mais qu'on pense pouvoir atteindre. Et c'est vrai que la licence nous donne cette force-là et cette fanbase qu'on n'aurait pas si on avait ouvert une expérience en propre. Je vais essayer de faire rentrer Denis. Je ne sais pas où tu es, Denis. Mais ce serait intéressant que tu puisses me rejoindre. Denis, donc, c'est le fondateur d'une société qui s'appelle les Ateliers Artigo et qui travaille avec nous sur toute la partie décoration du projet Batman. Denis a une grosse expérience sur le sujet. Ça fait plus de 20 ans qu'il bosse dans cette industrie. Il a vu à peu près tous les changements possibles depuis 20 ans et depuis 5 ans également sur le marché de l'escape game. Je vais peut-être te laisser la parole, Denis, et on pourra échanger de cette façon-là. Si Thierry et Vincent, vous voulez également rentrer dans la boucle, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur le chat aussi, on est là pour y répondre. Donc, l'idée, c'est que l'échange soit le plus fluide possible. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend, ouais. Moi, je t'entends. Un peu de loin, mais je t'entends. Un peu de loin. Bonjour à tous. On t'entend pas bien, Denis. Le son est mauvais. Alors, je vais essayer de régler mon micro. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Un petit peu mieux, mais on a l'impression que tu es quand même relativement loin, mais on t'entend un petit peu mieux. Peut-être de tenir le micro du casque plus proche de la bouche. Il n'y a pas de micro sur le casque. Sur un portable. D'accord. Est-ce que là, c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est un petit peu mieux. Écoute, si tu veux, prends la parole pour peut-être te présenter. On verra au fur et à mesure comment ça fonctionne. D'accord. Donc, je suis Denis, je suis le créateur des Ateliers Artigo, et puis de l'agence Luxar et d'Artimus. On a commencé il y a une vingtaine d'années sur le marché du décor, en travaillant pour des expositions, pour de l'art contemporain et énormément pour l'industrie du luxe. Et puis, en 2016, j'ai découvert les escape games et je suis tombé amoureux du concept. Et j'ai décidé d'en créer un. Donc on a ouvert une société pour ce faire qui s'appelle l'agence Luxar. Et on a ouvert à Paris un escape qui s'appelle Artimus Escape Game. Où on a, nous aussi, dès le départ, voulu apporter une touche immersive supplémentaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas de lounge, on n'a pas d'accueil lounge, on a un petit pas de porte qui donne accès à cette virtuosité. C'était assez nouveau pour un figure unique à Paris quand on l'a ouvert. Maintenant, c'est quelque chose qui est tout à fait démocratisé. Donc, notre société Agence Pixar, on l'a dédié du coup à la création de décors pour d'autres collègues, d'autres partenaires. C'est pour ça qu'on a rencontré les gens de Amazon, Emmanuel, Thibaut, David. Voilà. Aujourd'hui, on travaille ensemble sur un projet qui est absolument enthousiasmant, faisant partie de la fanbase dont tu as décrit, Emmanuel. Je suis très très content de travailler sur ce projet. C'est vrai que depuis 5 ans maintenant qu'on est
des acteurs actifs du monde de l'escape game, on a vu pas mal de changements. On a commencé par faire des petits décors, des petites salles, aider des gens qui commençaient à être avec des petits moyens. Et plus on avance dans le temps, plus les salles deviennent des vrais projets avec des histoires construites, des histoires, des décors, des budgets pour le décor qui ont été multipliés par 3, 4, 5, et des espaces aussi qui deviennent de plus en plus grands. Alors, le projet des Madrid actuel, c'est, moi j'avais jamais vu ça avant, là c'est vraiment énormissime. Ça va être, ça va vraiment être un endroit à ne pas louper. Voilà ce que je peux dire en gros, nous, de notre parcours. Ok. Toi, c'est quoi l'analyse que tu fais des acteurs traditionnels? Comment tu vois leur évolution aujourd'hui, des boîtes qui se sont lancées il y a maintenant 2-3 ans à Paris sur un modèle d'escape game classique? Comment toi, de ton regard à toi, tu vois cette évolution-là? Est-ce que tu penses que c'est durable encore dans le temps? Est-ce que tu as encore des clients qui te contactent pour faire des escape games traditionnels? Absolument pas. Si ça c'est arrivé encore il y a quelques mois de ça, et je leur déconseille, parce que je ne crois pas qu'aujourd'hui un escape tradi dans 30 mètres carrés avec 7 énigmes, dont 3 à clé ou à code, ça a encore de la place. Et je pense même que ce genre d'espace vont disparaître rapidement parce que avec l'éclosion des nouvelles salles, les gens qui tombent sur ce genre il y en a encore, il y en a encore quelques-uns dans Paris, il y en a encore pas mal même, sont vite déçus et veilleront dans leur choix futur à se renseigner, à vraiment regarder les retours clients, etc., pour voir de quelle salle il s'agit. Mais en ce moment, il y a vraiment enfin, je trouve, il y en a quand même pas mal qui ferment sur Paris, en tout cas, pas de vision vraiment sur la France entière. Mais nous, on travaille pas uniquement sur Paris, on travaille à Metz, on travaille à Montpellier, on travaille à Lyon. Et même des secteurs qui sont là depuis le début, aujourd'hui, travaillent vraiment leur salle différemment. Merci Denis. Moi, j'aimerais poser aussi une question, 2 questions à Emmanuel. Une première, c'est déjà, comment ça t'est venu? Est-ce que tu es tombé dedans quand tu étais petit? Et qu'est-ce qui fait qu'on devient manager d'escape game? Et la deuxième question dans la foulée, et c'est une question aussi qui concerne Denis, est-ce que tu penses que l'escape game, qui est aujourd'hui prioritairement cérébral, va évoluer vers aussi quelque chose de plus impliquant physique, d'un point de vue physique? Les plus anciens dont je suis se souviennent d'une émission qui s'appelait La tête et les jambes. Est-ce que demain, l'escape game va se renforcer dans cette direction? Dans un groupe, il y a ceux qui sont des cérébraux et d'autres qui sont plus physiques. Voilà, enfin, j'aimerais t'entendre sur ces sujets. Yes. Alors, te dire que je suis tombé dans l'escape game petit, ce serait te mentir puisque l'escape game n'existait pas. Pour la petite histoire, en fait, on a découvert l'escape game avec mon associé en 2015. Donc, mon associé David et moi, on était étudiants dans la même école de commerce à Paris qui s'appelle l'ESSEC. Et dans le cadre de nos études, on a été amené à pas mal voyager. On a vécu aux États-Unis, à New York pendant 6 mois. C'est là qu'on a découvert l'escape game en 2015, à une époque où l'escape game était relativement peu répandu en France. La première ouverture de salle d'escape game à Paris, c'est en décembre 2013, avec un groupe qui s'appelle Intent. En 2014, il y a quelques enseignes qui commençaient à ouvrir, et quand nous, on arrive aux US en début 2015, en France, il n'y en avait quasiment pas. En tout cas, nous, on n'en avait jamais entendu parler. Et à New York, il y en avait partout. C'était commun d'aller faire un escape game avec ses collègues. C'était commun d'aller jouer dans un escape game avec ses potes. Et donc, à ce moment-là, on arrive à New York. Et puis, au bout d'un mois, on nous propose, avec des amis, d'aller faire un escape game. Et là, c'est vraiment le choc. En fait, quand on est arrivé dans cette salle d'escape game, la première dans laquelle on est arrivé, je pense que chaque personne qui a fait un escape game dans sa vie se rappelle de son premier escape game. Moi, la première fois que j'ai fait ça, j'étais abasourdi du niveau d'immersion dans lequel j'étais. Et quand je repense aujourd'hui à la première salle que j'ai faite, je me rends compte qu'on était très, très loin de ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça m'a extrêmement surpris
à l'époque ce concept de je me balade dans une rue et donc dans un environnement connu, et en franchissant la porte d'un escape game, j'arrive dans un endroit qui n'a plus rien à voir. Et donc à ce moment-là, on est pris de passion pour le jeu. On en fait énormément aux US, on rentre en France, on commence à chercher partout où est-ce qu'il y a des escape games. Puis quand on finit nos études, se pose la question de monter une boîte. Moi, j'avais un parcours qui était plus dans la finance et j'avais des offres d'embauche dans des banques d'affaires. David, qui avait un parcours plus business développement et avait des offres d'embauche dans des maisons de luxe. Puis on se dit, OK, si on monte pas une boîte maintenant, c'est pas sûr qu'on le fera plus tard. On avait cette envie de monter un escape game. Et donc, on se dit, OK, on va monter un escape game. La problématique étant que monter un escape game, ça n'a rien à voir avec être joueur d'escape game. Et donc, très vite, on se dit, OK, on va rencontrer des problématiques qui ne sont pas du tout les mêmes. Même si on a une bonne vision au final du sujet, c'est quand même très différent de créer son escape game plutôt que simplement aller jouer dans l'escape game. Et donc, on décide d'ouvrir en Normandie, région à laquelle on est très attaché, où on va depuis qu'on est petit, et où on a vite fait le constat depuis plusieurs années que, en fait, il n'y a pas beaucoup d'activités, où tu as vite fait le tour des activités, et donc on se dit que ce serait intéressant d'ouvrir un escape game là-bas. Donc c'est comme ça que l'histoire a commencé et qu'on a ouvert notre premier escape game, puis développé le groupe depuis maintenant près de 4 ans. Pour répondre à ta deuxième question sur l'évolution de l'escape game et un aspect plus physique, nous c'est quelque chose dans lequel on croit beaucoup. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans notre milieu de l'action game. Il y a plusieurs acteurs qui ont commencé à se développer depuis maintenant 2 ans. L'action game, en fait, c'est un jeu qui ressemble un petit peu, voire beaucoup à Fort Boyard, où en fait, tu vas pouvoir te balader librement dans des pièces, où tu vas faire des missions pendant 1 à 4 minutes. Par exemple, faire un maximum de lancers de basket sur un panier en 2 minutes. Tu as un score qui s'enregistre. Et donc, en fait, à la fin, tu cumules des scores et l'objectif étant de faire le meilleur score possible. Tu as une boîte qui s'est pas mal développée sur ce modèle-là qui s'appelle Prison Island. Nous, c'est quelque chose dans lequel on croit beaucoup. On doit ouvrir notre premier action game cet été en Normandie, dans le cadre du développement de la base de loisirs dont je vous parlais. Et l'aspect physique qui est donc relativement différent. Un action game est quand même très différent d'un escape game. Il y a certaines missions qui sont plus cérébrales, où tu vas devoir réfléchir et résoudre des énigmes, mais il y a quand même beaucoup d'aspects sportifs dans l'action game. Et en tout cas, nous, c'est quelque chose dans lequel on croit beaucoup. Et on pense que c'est un secteur d'activité qui va pas mal se développer dans les prochaines années. Je vais juste peut-être poursuivre en répondant à certaines questions, parce que je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat. Oui, tout à fait. Les questions effectivement, sur les questions de décor, le poids du décor. Je vais répondre déjà à Bertrand. Salut Bertrand. Alors, pour reprendre les questions, donc je pense avoir en partie répondu sur la partie des acteurs. Je partage le constat que tu as fait et c'était une analyse que nous, on avait au début, de se dire qu'aujourd'hui, mettre des acteurs dans le jeu, notamment avec le niveau des salaires en France et des charges sociales qu'il peut y avoir, c'est un enjeu. Nous, économiquement, comme je te le disais, on s'y retrouve et on trouve que c'est même plus rentable qu'un escape game classique parce qu'on a réussi à faire une optimisation quasi parfaite de la gestion des flux. Et c'est la seule façon d'arriver à un équilibre économique intéressant. C'est-à-dire que si les flux dans l'expérience ne sont pas optimisés, alors le modèle économique ne marche pas ou marche très mal. Et donc, le vrai enjeu, c'est d'avoir les bons créatifs avec soi pour optimiser en fait la gestion des flux, de sorte à ce que tu aies un flux continu de joueurs qui rentrent et qu'en fait, tes comédiens ne soient jamais dans une situation où ils ne jouent pas. Et donc, c'est ce que nous, on a réussi à faire au Bureau des légendes avec un système, avec un jeu qui fonctionne un petit peu comme un labyrinthe. Et donc, de cette façon-là, économiquement, on arrive à s'y retrouver et on est sur un modèle qui est rentable. La question étant de savoir si le produit est ouvert aux enfants en famille, ce qui n'est pas évident en escape. Alors, tout dépend des thèmes. Sur de l'escape game classique, c'est parfaitement accessible à des enfants. Nous, dans le cadre des escape games traditionnels qu'on a en Normandie, en Loire-Atlantique, on a des salles qui sont accessibles aux enfants dès 8 ans et on voit des enfants qui s'éclatent. On organise énormément d'anniversaires d'enfants. L'escape game Bureau des légendes est moins accessible aux enfants de par le thème proposé, parce que c'est sûr que la DGSE, ça parle pas à un enfant de 8 ans. Mais en soi, le modèle d'avoir des comédiens est un modèle qui n'est pas un frein pour accueillir un public qui soit plus familial. Autre question de Bertrand, comment gérer le renouvellement de l'offre dans un projet aussi énorme en termes de décor et d'investissement? Alors, sur ça, c'est également, comme tu l'imagines, une question qu'on s'est posée. La réalité, c'est que plus ton IP, plus ta marque est forte, plus mécaniquement le public que tu peux accueillir est important, ce qui entraîne donc un renouvellement de tes décors qui, de fait, est moins fréquent que sur une licence de marque qui est plus petite. Pourquoi? Parce que quand tu as une licence comme Batman, que tu ambitionnes d'accueillir, d'après nous, autour de 200 000 personnes par an,
En fait, si on fait tourner l'expérience pendant 10 ans, on va accueillir 2 millions de personnes. Au regard de la fanbase de Batman, c'est quelque chose, c'est un chiffre qui n'est pas du tout gigantesque. Et ça, c'est juste la fanbase. Tu as aussi des gens qui vont venir faire cette expérience de jeu, qui connaissent Batman mais qui ne sont pas fans et qui peuvent venir. Tu as tous les clients qui sont clients d'expérience immersive également, pas forcément fans de Batman. Et donc, l'idée, c'est de se dire que plus ta licence de marque est importante, plus mécaniquement, notre analyse, c'est de se dire que le renouvellement des décors doit pas être fait aussi fréquemment que dans un escape game classique ou dans une expérience sous licence de marque avec une marque qui est moins connue. Et donc, nous, notre analyse, c'est de dire que les décors qu'on a là, ils vont pouvoir durer pendant quand même de nombreuses années. Sur la partie investissement des décors, pour l'instant, c'est un sujet sur lequel on ne souhaite pas communiquer. Il faut encore qu'on finalise certains devis avec Denis, et donc on pourra en parler, mais ultérieurement. On peut dire, c'est que quand même, la balance a changé. Il y a quelques années, on investissait plus dans les mécanismes que dans le décor. Aujourd'hui, sur de nombreuses salles, le des décors prend le pas. Clairement, aujourd'hui, il y a un accent très fort qui est mis sur la partie déco aussi parce que c'est quelque chose qui renforce l'immersion. Après, nous, on a quand même une analyse de se dire que les mécanismes de jeu sont quand même un enjeu très fort parce que c'est quelque chose dont vous vous rappelez au moins autant que les décors. En fait, le décor d'un escape game, c'est ce qui marque quand vous rentrez dans la salle de jeu ou que vous rentrez dans l'expérience de jeu. Mais à la fin, quand vous vous souvenez de l'escape game que vous avez fait, vous allez plus parler d'un jeu qui vous a marqué que du décor que vous avez vu. Et donc, il y a quand même un enjeu très fort sur avoir une répartition. Pour répondre à la question de Clotilde et donner quand même des chiffres, il y a quand même un enjeu très fort de maintenir une part des mécanismes de jeu qui soit élevée dans le coût total du projet. Si on devait répartir décors et mécanismes, je dirais que les décors, ça représente autour de 60% du coût de projet et les mécanismes autour de 40%, quoi. Mais on est sur des chiffres qui sont relativement semblables quand même. Si on va plus loin sur cette thématique, est-ce que ça peut concerner des effets spéciaux, des effets dynamiques pour transporter les gens, par exemple, pour reprendre un peu la question de Franck sur ce sujet-là? On pourrait aller plus loin? Ouais. On peut aller plus loin. Nous, on va aller plus loin dans le cadre de l'expérience de Batman. Aujourd'hui, en fait, tu as clairement un enjeu d'être capable d'avoir des effets spéciaux qui soient très forts. Nous, on croit beaucoup au project mapping. Le project mapping, c'est de la projection sur des murs. C'est ce qu'on voit notamment à l'atelier des Lumières à Paris. C'est quelque chose qui renforce l'immersion de façon significative. Et on pense que tout ce qui permet de renforcer l'immersion est quelque chose dont on doit tenir compte. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne dois pas avoir de limite dans la capacité que tu as en tant que société à proposer une immersion qui soit le plus forte possible pour tes clients. Et donc, ça implique forcément les effets spéciaux, mais ça implique en fait tout type d'action qui peut entraîner une immersion plus forte. Donc, nous, on a cru très tôt à la présence de comédiens dans l'expérience de jeu. On croit également aussi énormément aux effets spéciaux et à tout type de techno qu'on pourra mettre dans nos expériences et qui renforcera l'immersion. Donc, c'est clairement un enjeu. Et Emmanuel, tu as évoqué, donc tu as employé le mot tout à l'heure de chasse au trésor, donc escape game, chasse au trésor. J'avais envie de te poser une question sur l'indoor et l'outdoor. Il se trouve que Voltaire accompagne la création d'un nouveau stade en France qui a vocation également à développer au sein du stade de l'activité de loisirs permanente. Et se pose la question de la découverte du stade sous la forme justement d'une escape game, chasse au trésor. Peut-être aussi, Emmanuel ou Denis, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça appelle pour vous en termes de mise en garde ou de recommandations? Nous, on croit beaucoup à ce modèle-là. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous, on a développé on propose 2 escape games en extérieur en Normandie. C'est une démarche qui s'inscrit dans le fait d'avoir une expérience en extérieur, ce qui est recherché aussi par certains de nos clients, et aussi par le fait d'avoir un modèle qui nous permet de faire découvrir la région à des personnes qui recherchent ce type d'activité-là. On a noué un partenariat notamment avec les offices de tourisme de Deauville et de Trouville qui commercialisent également notre offre. Le cas dont tu parles pour découvrir un stade de foot, ça me paraît pertinent. La question, c'est qu'est-ce que tu fais découvrir? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont suffisamment marquants pour faire une expérience de jeu pendant 1 heure de temps? Nous, on a travaillé ce modèle-là, notamment dans le cadre d'un événement éphémère qu'on a organisé pour l'Accor Arena, où on a permis à des journalistes en fait de découvrir le renouveau de l'Accor Arena. Et donc, en fait, on avait organisé un système d'escape game / chasse au trésor
où en fait les journalistes se baladaient dans l'aréna et découvraient de pièce en pièce les nouveaux accès, les nouvelles fonctionnalités de l'aréna. La question en fait, c'est quel est ton actif immobilier et est-ce que ce terrain de foot, par exemple, a une histoire très forte? Est-ce qu'il y a des lieux marquants dans cet endroit qui permettent en fait de faire découvrir quelque chose d'intéressant aux participants encore? Si c'est le cas, alors c'est quelque chose qui peut être parfaitement envisagé. Dans ce cadre-là, il y a une société qui s'appelle Team Break qui a réussi à organiser des événements sur des superficies beaucoup plus grandes, où ils avaient notamment organisé un escape game à l'Opéra Garnier, également un escape game au Parc des Princes. Donc en fait, la question, c'est quel est ton sous-jacent, donc ton actif, pour organiser un événement qui soit qualitatif. J'avais une autre question de mon côté sur le lien narration, immersion, licence. C'est un débat qui a beaucoup dans l'univers des loisirs, notamment si on monte un petit peu au top du top qui est Disney. Disney s'est fait connaître a beaucoup marqué les fans, notamment avec des créations originales, qui Pirates des Caraïbes, qui était une attraction avant d'être un film, par exemple. Aujourd'hui, on est plutôt sur l'inverse. Disney, c'est Marvel, c'est Pixar, c'est Star Wars. Leurs dernières grosses créations sont autour de ça. Donc, j'avais deux questions. Est-ce qu'il reste encore de la place pour la création originale sur ce type de divertissement? Et deux, en termes de design, de processus créatif, est-ce qu'il y a des vraies différences dans l'approche, en tout cas quand on cherche à décliner l'univers d'une marque ou d'une licence, et puis de créer son propre univers? C'est extrêmement différent et c'est une question hyper pertinente. Quand tu crées ton propre univers, tu es seul avec toi-même. Donc nous, on a la chance d'avoir une équipe créa en interne qui est basée à Paris. Quand on crée nos univers seuls, on échange, on fait des réunions ensemble et c'est nous seuls qui validons le processus créatif dans lequel on est. Quand tu es dans le cadre d'une IP, et c'est un sujet du moment très fort avec Warner notamment, tu as ton équipe créa qui réfléchit, qui imagine, mais sauf qu'à la fin, tu as Warner qui va te dire « Ok, on fait ça, on fait pas ça ». Et donc, tu as tout un enjeu de propriété intellectuelle et d'avoir l'accord en fait de Warner sur ce que tu crées, qui est très important. Là, on recrute la semaine prochaine une personne qui nous rejoint, qui va être en fait chargée de production sur le projet. Cette personne-là, majoritairement, son job, ça va être d'échanger avec Warner sur tous les retours créatifs qu'on apporte. Et en fait, tu es dans une réalité où le fait d'avoir une IP a beaucoup de bons, et ça aussi, le fait d'échanger avec parmi la boîte la plus créative au monde. Et en fait, pour les personnes qui bossent chez nous à la créa, c'est assez extraordinaire en fait d'échanger avec les créas de Warner, de pouvoir avoir leur retour sur ce qu'on imagine. On a la chance d'avoir des gens qui sont très bienveillants et qui bossent avec nous en bonne intelligence et qui nous apportent des retours qui sont hyper constructifs dans le but d'améliorer l'expérience de jeu. Donc en fait, on se nourrit aussi, si tu veux, des gens avec lesquels on travaille dans le processus créatif, mais c'est évident que le processus créatif est beaucoup plus long quand tu dois rendre des comptes à un ayant droit que quand tu es seul dans ton coin. Il reste de la place pour l'original, du coup, avec tout ça, dans ce système-là? Est-ce que c'est quelque chose il reste de lui toujours? Ouais. Non, complètement. Il reste de la place pour des créations originales. Il reste de la place pour faire des projets extraordinaires sans licence de marque. Et nous, on y croit complètement et on va continuer à se développer sur ce modèle-là. C'est des lieux qui seront peut-être différents, tu vois, des grands FEC, donc Family Entertainment Center, des grandes bases de loisirs, mais pour le coup, là, ce qu'on crée en Normandie, c'est du propre surtout. Il n'y a aucune expérience sous licence de marque dans cet espace. Ça peut être des expériences immersives aussi qui sont créées en création originale. Tu vois, il y avait le Manoir de Paris qui était une création originale, qui était extraordinaire en termes d'immersion, qui plaisait beaucoup. Alors, c'est sûr que sur de l'horreur, c'est plus facile de faire de l'immersif parce que de fait, l'horreur, en fait, fascine un petit peu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore de la place pour des créations originales. Et nous, clairement, au sein de notre société, on n'ira pas se développer que sur des expériences sous licence de marque. Et Emmanuel, beaucoup d'escape games sont montés sur un registre d'entresort, entre et sort. Pourtant, on peut se dire qu'il y a une vie après l'escape room. Est-ce que tu penses que la notion de cœur de site dans laquelle on se retrouve avant ou après est quelque chose d'important et accessoirement aussi un centre de recettes supplémentaires? Complètement. C'est même, selon nous, un enjeu très fort. En fait, je vais te donner un chiffre qui parle pour lui-même, qui est assez dingue. On a ouvert un escape game à Paris, donc dans le 6e, avec le Bureau des légendes.
Ça a été notre 4e ouverture et c'était le 4e lieu qu'on ouvrait sans bar. Parce que quand tu ouvres un escape game, c'est pas forcément évident de te dire que tu vas mobiliser 40, 50, 60, 100 mètres carrés pour avoir un espace de bar-restaurant. Et donc, à chaque fois, les 4 premières ouvertures qu'on a fait, on a ouvert des escape games traditionnels, mais il n'y avait pas d'espace de bar-restaurant. Très vite, on s'est rendu compte que, en fait, il y avait un manque à gagner qui était relativement conséquent, puisque les gens, limite, il faut les mettre à la porte de ton escape game, parce que quand ils ont vécu une expérience très forte, ils n'ont qu'une envie, c'est de rester et d'échanger. Sauf que toi, tu as d'autres clients qui arrivent. Et en fait, à Paris, on a ouvert en face d'un bar-resto. Et donc, c'est la première fois qu'on ouvrait littéralement en face, c'est-à-dire le trottoir d'en face. Donc, on a pu très vite mesurer à quel point les gens qui venaient chez nous, ils franchissaient la porte du bar-resto en face. C'est simple. Pendant une journée, on a regardé. Tu as 20% de nos clients qui vont au bar d'en face consommer au moins une boisson ou un déjeuner ou un dîner. Voilà. Donc, aujourd'hui, bien évidemment qu'avoir un lieu de vie dans ton espace de loisirs, c'est indispensable. C'est pour ça qu'on ouvre un bar-restaurant là à Deauville cet été dans le cadre de l'ouverture du FIC. C'est pour ça que dans l'expérience de Batman, il y aura également un grand bar immersif sur le thème de Batman, parce que en fait, aujourd'hui, avoir un lieu de loisirs sans bar-restaurant, c'est selon nous quelque chose le manque à gagner est trop important en fait, parce que tu as des clients qui sont captifs et qui n'ont qu'une envie, c'est de rester. Donc clairement, c'est un enjeu et ça permet de créer un vrai lieu de vie. Simplement, ça permet de créer un vrai lieu de vie qui soit plus fort qu'un simple espace de loisirs. Et puis qui répond aussi à une demande de la restauration d'offrir plus qu'un simple repas. C'est vrai que si tu peux réunir un décor, il y a beaucoup de lancements un peu de ce qu'on appelle immersive dining en Angleterre, on va aller dîner dans un décor. Là, le décor, tu l'as finalement, l'ambiance, tu l'as, et le public, tu l'as aussi. Donc c'est vrai que ça a beaucoup de sens de garder ce public-là, mais aussi de compléter cette offre. Complètement. Pour répondre donc à la question de Fabrice, quid des escape games VR, alors nous, c'est quelque chose dans lequel on ne croit pas du tout, pour être franc. On a un espace de réalité virtuelle en Normandie. Où j'ai beaucoup essayé les escape games en VR. Je crois beaucoup à la réalité virtuelle, mais alors les escape games en VR, pas du tout. Moi, en tant que joueur, c'est pas quelque chose que j'accroche. Je passe pas un moment agréable dans un escape game en VR. Pour moi, de l'escape game, c'est vraiment, on aime toucher les objets, on aime les déplacer, on aime pouvoir échanger avec les gens de façon très fluide. Et j'ai jamais fait un escape game en VR qui m'a permis de retrouver ces sensations-là. Donc nous, c'est quelque chose dans lequel on croit peu. Il y a eu beaucoup d'escape games en VR qui se sont lancés 2018, 2019. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Mais en tout cas, nous, c'est quelque chose dans lequel on ne croit pas tellement. Et la réalité augmentée au cours de la visite? Alors, la réalité augmentée, c'est un autre sujet. Inséré dans une expérience de jeu, on y croit beaucoup. Pareil, pour les mêmes raisons que le project mapping et tout type de techno, en fait, qui permet de renforcer l'immersion dans le jeu. Et donc, la réalité augmentée, c'est un vrai enjeu. Avoir un jeu ou deux ou de la réalité augmentée au sein de ton expérience immersive, c'est quelque chose qui me paraît hyper impactant. Moi, j'avais encore une question à te poser. De la même manière que les jeux vidéo se sont déclinés sous la forme de serious games, donc des jeux à vocation pédagogique, est-ce que tu penses qu'il y a un axe de développement de l'escape room dans l'univers justement formation, pédagogie, etc. Complètement. C'était un petit peu ce qui était mentionné par Vincent en préambule de la discussion et le fait qu'on voit aujourd'hui des escape games qui poussent un petit peu partout. Mais clairement, c'est un énorme enjeu. Aujourd'hui, il y a un enjeu de formation qui est très fort. Il y a des budgets en milliards d'euros qui sont alloués chaque année à la formation. Et c'est sûr que clairement, l'escape game en termes de formation, c'est quelque chose qui est assez impactant. Nous, malheureusement, on n'a pas le temps de s'y consacrer parce que ça nécessite de créer un protocole de formation. On s'y est intéressé. En fait, ça nécessite de créer un protocole de formation qui est validé par l'État. C'est une procédure qui est assez lourde. Aujourd'hui, on a trop de sujets en fait sur lesquels bosser, donc on n'a pas le temps de se consacrer à ça. Mais en tout cas, ouais, à titre perso, c'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup. Et à mon avis, la personne qui arrivera à se lancer sur ce créneau-là, je pense qu'il prendra une part de marché qui est intéressante. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'enseignes de VR qui vont avoir leur salle vitrine et puis derrière, toute la partie cachée qui est l'événement, qu'il soit divertissant ou de formation. Et c'est vrai que toutes les équipes qui ont pu servir à un moment à construire l'escape game physique et la salle à ouvrir
mettent toutes leurs compétences et leur savoir-faire à disposition d'autres choses qui se voient beaucoup moins, qui est systématiquement accessible quand on visite les sites internet, mais qui aussi est très représentatif de ce qu'ils peuvent faire. Donc c'est vrai qu'on voit cette partie-ci, la VR aussi, notamment en termes de formation, on voit des applications VR pour aller essayer quelque chose, se mettre en situation, et on voit tous ces liens qui ont à la fois un sens contenu et puis un sens business aussi, puisque c'est toujours intéressant d'avoir de quoi occuper son équipe, de quoi occuper son local le mardi matin ou le jeudi après-midi, quand le grand public n'est pas là. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de dualité qui est toujours intéressante à avoir en tête. Ouais. Et peut-être une dernière question. Pour répondre aux dernières questions qui ont été posées, donc Franck, je pense qu'on a abordé le sujet sur la mise en place d'un restaurant, d'un bar, d'une boutique souvenir. Clairement, tout ce qui permet en fait d'entraîner une augmentation du panier moyen, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Donc c'est ce que nous on essaye de faire. Pour répondre donc à Fabrice sur les escape games VR d'Ubisoft qui fonctionnent bien, moi c'est pas les chiffres que j'ai. En tout cas, quand je discute avec certaines personnes, j'ai pas l'impression que ça fonctionne si bien que ça. Ubisoft en fait se place dans des espaces de VR et les gérants d'espaces de VR signent des licences avec Ubisoft parce que ça permet d'attirer un certain public. Mais quand moi je discute avec ces personnes-là, en tout cas, j'ai pas cette info-là. J'ai pas l'info que les escape VR d'Ubisoft fonctionnent bien, en tout cas commercialement parlant, j'entends. Mais si vous avez d'autres infos, je serais ravi d'échanger avec vous sur le sujet. Quid, il a la licence de sa force et son attractivité. Alors c'est bien sûr un énorme enjeu. Aujourd'hui, quand vous signez une licence avec Batman, on parle d'une licence qui va fêter cette année son 83e anniversaire. Donc, on est relativement confiant sur le fait que la marque va pas décroître dans les 10 prochaines années. Batman, en fait, c'est beaucoup plus qu'une marque. C'est devenu quasiment un phénomène culturel. C'est un petit peu sur le même registre que ce qu'on peut voir avec Marvel. Et donc, on est confiant sur le fait que dans les 10 prochaines années, Batman restera toujours Batman aux yeux du grand public. Sur le bureau des légendes, l'analyse a été un petit peu différente. C'est clairement un autre concept. On est conscient que c'est une licence de marque qui est moins forte, mais qui est rattaché à un univers qui est très fort et qui fascine les gens, qui est celui des services secrets et des renseignements français. Et donc cet univers-là est un univers pareil qui existe depuis des décennies, qui a toujours intéressé, qui continuera d'intéresser. Donc c'était ça l'analyse que nous on a faite en prenant le pari de signer la licence de marque Bureau des légendes. Aujourd'hui, on a quand même plutôt vocation à se développer l'objectif étant quand même de se développer sur des licences de marque qui sont de renommée internationale et donc d'essayer de maintenir le niveau sur lequel on est aujourd'hui avec Batman. Et le modèle alternatif serait l'événement, finalement, d'avoir quelque chose de plus court, type un peu Casa de Papel expérience, où on va réagir à un succès immédiat sur un temps court, format événement, et puis ensuite on passe à autre chose. C'est vrai qu'on peut avoir les deux sujets. Bertrand, écoute, je partage ton analyse. Dommage qu'on puisse pas ouvrir le 2 mars, mais malheureusement, on ne peut pas faire plus vite que ce qu'on fait. On va bientôt clore ce 6e webinaire. J'aimerais te poser une dernière question, Emmanuel, pour revenir un peu sur la formation. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, si je ne me trompe pas, la formation des Game Masters est principalement une formation maison? Tu as dit que certains d'entre eux avaient déjà un peu une formation de comédien. Mais est-ce que tu penses que il y a matière à développer une formation spécialisée, quelque chose comme ça ou... Alors, c'est très marrant que tu me poses cette question parce que j'ai reçu avant-hier un mail d'une boîte, je ne saurais pas me retrouver le nom, mais je pourrais regarder, qui s'est lancé dans la formation des Game Masters. Je pense que certains d'entre vous ici ont dû recevoir ce mail parce que c'est un mail de démarchage. Et donc, il y a une société qui s'est lancée sur la formation des Game Masters avec un programme qui est agréé par l'État. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous, on croit beaucoup à la formation maison sur ce type d'activité. On recherche des gens qui sont quand même majoritairement passionnés, donc qui ont un attrait très fort pour le jeu. On pense qu'on a la capacité aujourd'hui en interne, nous, de les former correctement et que les personnes qui sont chez nous depuis déjà 2-3 ans ont les ressources suffisantes pour assurer la formation des nouveaux entrants. Mais écoute, pourquoi pas? Et on verra bien l'avenir de cette société. Je crois plus à la formation, en tout cas, au sein de grands groupes et des bienfaits de l'escape game dans le cadre de la formation que de la formation des Game Masters, mais à voir comment ça va évoluer. En tout cas, au nom de Voltaire et de Fanfare City, moi je tiens déjà à vous remercier tous les deux, à remercier également nos auditeurs qui ont été très participatifs. J'en profite aussi pour remercier, je ne le fais pas suffisamment,
Claire Labbé et Clotilde Gilbert qui nous accompagnent dans l'organisation logistique de tout ça. J'en profite pour annoncer notre prochain rendez-vous, puisque du dernier vendredi du mois, le prochain, ce sera donc le 29 mars. D'ores et déjà, prenez date, save the date. Qui interviendra? Ce sera Catherine Karam. Catherine, elle anime une boîte qui s'appelle Rouge Cobalt, et c'est là aussi une spécialiste de l'agencement des espaces, avec une approche, une bonne aussi relation au licensing, comme on dit en français. Et ça sera également passionnant. Elle nous parlera des playgrounds indoor, mais plus que ça, des nouveaux lieux de loisirs familiaux, mais sous un angle plus justement comment ça marche matériellement. Et donc, on a hâte de tous se retrouver le 29 mars. N'oubliez pas que nos séminaires sont en replay sur le blog de Funfair City, sur le site LinkedIn ou sur le site internet de Voltaire. Et faites-le savoir. Et en tout cas, à la prochaine fois. Et on vous souhaite à tous un très bon week-end. Et merci encore. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. À Bonne bientôt. fin de journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.